Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meiguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce samedi 22 novembre. Dans un premier temps, la revue sur l'actualité qui vous sera présentée aujourd'hui par Floriane Tai. Ensuite, avec Floriane, nous allons vous parler de différents sujets concernant Taïwan dans l'émission Le Courrier des auditeurs. Et nous conclurons avec l'émission des orientales de Arnaud le chat consacrée à Nakashi comme les semaines précédentes. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite à la revue sur l'actualité de Florian Dai. Et voici les principaux titres. Taïwan appelle Pékin à la retenue et critique les sanctions contre le Japon suite aux propos de Sanae Takaichi sur Taïwan. S'exprimant à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères, François Hu, met l'accent sur la situation sui generis de Taïwan. Allégation de fuite d'informations chez TSMC. Taïwan appelle Pékin à la retenue et critique les sanctions contre le Japon suite aux propos de Sanae Takaichi sur Taïwan. La première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a récemment déclaré que l'utilisation par la Chine de navires et d'autres armements contre Taïwan pourrait constituer une menace pour l'existence du Japon et donc justifier une éventuelle intervention militaire japonaise. Ces propos ont provoqué la colère de la Chine qui a mené de lundi à mercredi des exercices militaires à balles réelles en mer Jaune, situés entre la Chine et la Corée du Sud. Lundi, le président taïwanais Lai Ching-te a réagi à l'annonce de Pékin. J'appelle la Chine à la retenue et au comportement d'un grand pays modèle qui ne doit pas être un fauteur de troubles dans la région. Il faut revenir à l'ordre international qui est favorable au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. D'autre part, Pékin a repris l'interdiction touchant les importations de fruits de mer japonais, une interdiction mise en place en août 2023 suite au rejet dans l'océan par l'entreprise TEPCO d'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a réagi en faisant appel à la solidarité et à la gratitude des Taïwanais. En cette période critique, nous devons aussi soutenir le Japon pour l'aider efficacement à stabiliser la situation et pour faire cesser les actes de harcèlement du Parti communiste chinois. J'exhorte les Taïwanais à manifester concrètement leur soutien à la première ministre Sanae Takaichi et à sa politique par des actes concrets, en voyageant plus souvent au Japon, c'est d'ailleurs la saison idéale pour ça, et à acheter davantage de produits japonais pour faire preuve de notre amitié taïwano-japonaise. La Chine a aussi imposé des mesures restrictives dans le secteur du tourisme, appelant ses ressortissants à ne pas voyager au Japon, et plus de 10 compagnies aériennes ont annulé des vols. Le Nomura Research Institute estime que le boycott pourrait causer des pertes de 12 milliards d'euros par an au Japon. Une enquête de Reuters révèle les pratiques de la marine civile chinoise en vue d'une invasion de Taïwan. Selon une enquête de Reuters qui a suivi les mouvements des navires et analysé des images satellites d'exercices militaires conduits cet été, la Chine se préparait à une éventuelle invasion de Taïwan en déployant une marine fantôme composée de cargos civils et de ferries. L'enquête dévoile que l'armée populaire de libération expérimente des techniques susceptibles d'accélérer le débarquement de troupes et de matériel simultanément sur plusieurs plages taïwanaises. Il s'agit d'une stratégie qui vise à submerger la défense de l'île. Reuters a identifié 12 navires civils, dont 6 ferries rouliers et 6 cargos transportant des chargements en pontée, qui se dirigeaient mi-août vers une plage près de Jiesheng, dans la province du Guangdong. Des images satellites ont montré que certains de ces navires procédaient à des opérations de débarquement le 23 août, déchargeant des véhicules directement sur les plages grâce à leurs rampes. Ces navires civils d'environ 90 mètres de long et largement utilisés dans le transport maritime commercial en Asie peuvent livrer du fret sur des plages dépourvues d'infrastructures portuaires grâce à leur faible tirant d'eau et à leurs ponts ouverts. Selon Reuters, l'utilisation de navires civils pourrait considérablement accroître la capacité de débarquement amphibie de la Chine. Des experts militaires taïwanais et américains estiment que l'armée chinoise ne dispose actuellement que de navires militaires dédiés au transport d'environ 20 000 soldats pour une attaque initiale. Cependant, la conquête de Taïwan exigerait entre 300 000 et 1 million de soldats, voire plus, affirme-t-il, ce qui rend les navires civils essentiels à tout plan d'invasion.
S'exprimant à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères François Hu met l'accent sur la situation sui generis de Taïwan. Le vice-ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur de Taïwan en France, François Hu Zhezhong, a fait une apparition remarquée lundi 17 novembre lors d'un séminaire organisé à Paris par la Fondation française pour la recherche stratégique. Il s'agit de la première participation d'un vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères à un événement public à Paris depuis près de 10 ans. À cette occasion, François Hu a présenté la stratégie de Taïwan pour contrer la menace chinoise en s'appuyant sur 3 piliers. La volonté de se défendre, la présence militaire de divers pays dans la région Asie-Pacifique et le soutien international permettant à Taïwan de jouer un rôle positif. Revenant tout d'abord sur la situation économique, il a rappelé que le PIB par habitant de Taïwan avait dépassé celui du Japon et que Taïwan est également le leader du secteur des semi-conducteurs, tout en précisant qu'en même temps, Taïwan n'a jamais été confronté à une menace aussi importante de la part de la Chine qu'actuellement. François Hu a indiqué que pour éviter une attaque chinoise, Taïwan s'est engagé à renforcer ses capacités militaires avec un budget de la défense qui devrait atteindre 5% du PIB d'ici 2030. Soulignant que la réglementation de l'UE repose sur un concept de sui generis, c'est-à-dire une forme de droit propre à l'UE, François Hu a indiqué que la situation de Taïwan était également sui generis, représentant une nouvelle forme d'existence nationale. Nous possédons tous les éléments qui constituent un État souverain et indépendant, notre propre monnaie, notre armée, notre diplomatie et notre propre mode d'existence au sein de la communauté internationale, a-t-il souligné. Allégation de fuite d'informations chez TSMC. Les procureurs ont ouvert mardi une enquête sur Lo Wei-jen, ancien vice-président principal chargé du développement de la stratégie d'entreprise de TSMC, pour fuite d'informations technologiques secrètes. Selon différents médias, Lo Wei-jen, qui a pris sa retraite fin juillet à l'âge de 75 ans, aurait rejoint récemment son entreprise concurrente Intel. Les différentes informations évoquent que Lo Wei-jen, après plus de 20 ans de travail à TSMC, aurait profité de sa position avant de prendre sa retraite pour emporter 20 cartons de documents photocopiés détaillant des processus avancés, notamment 2 nanomètres, A14 et A16. Le ministre de l'économie, Kong Ming-shin, a admis sa surprise et a déclaré que le gouvernement traiterait cette affaire sous 3 angles: la sécurité nationale, les intérêts industriels et les pertes individuelles des entreprises. En ce qui concerne la sécurité nationale, il a déclaré que son ministère coopérerait avec les enquêteurs. C'est notre ministère qui définit les technologies clés et nous l'expliquerons en détail au bureau du procureur supérieur. Naturellement, TSMC doit déterminer quelles données ont été dérobées. Nous pourrons alors identifier et expliquer si les technologies dérobées constituent des technologies nationales critiques. Hu Xide et Victor Louzon, lauréats du 29e prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise. La Fondation culturelle franco-taïwanaise a dévoilé les lauréats de la 29e édition de son prix. Le jury a désigné 2 lauréats, Hu Xide, professeur honoraire à l'université Tam Kang, et Victor Louzon, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne. Hu Xide a enseigné à l'université Tam Kang pendant près de 40 ans, où il a dirigé le département de français et était doyen de la faculté des langues étrangères. Au long de sa carrière, il a encadré plus de 3000 étudiants. Sa contribution à l'enseignement du français à Taïwan est aussi largement reconnue. Il a été parmi les fondateurs de l'Association des professeurs de français de la République de Chine-Taïwan en 1996 et en 2014 de l'Association des traducteurs de français de Taïwan. Il a organisé la première journée de la langue française à Taïwan et milité pour la création d'un prix de traduction. Quant à Victor Louzon, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, il étudie et enseigne les transformations politiques de Taïwan après la Seconde Guerre mondiale et l'histoire politique moderne. Il compte parmi les plus éminents spécialistes de Taïwan en France. Son ouvrage intitulé « L'étreinte de la patrie, décolonisation, sortie de guerre » est le premier ouvrage universitaire de langue française à explorer en profondeur l'incident du 28 février 1947. Victor Louzon a par ailleurs co-organisé des séminaires avec l'Academia Sinica. Il encourage ses étudiants à mener des recherches sur Taïwan et promeut la traduction d'ouvrages relatifs à la période d'après-guerre à Taïwan, contribuant ainsi à faire une place à l'histoire politique taïwanaise dans les échanges universitaires internationaux. Le Premier ministre de Tuvalu reçu par le président Lai Ching-te. Feleti Teo, Premier ministre des îles Tuvalu, l'un des alliés diplomatiques de Taïwan dans le Pacifique Sud, a effectué une visite d'État à Taïwan. Mardi matin, Feleti Teo a été reçu par le président Lai Ching-te avec les honneurs militaires. Il s'agit de la 3e visite de Feleti Teo à Taïwan depuis son entrée en fonction en février 2024.
Taïwan et Tuvalu coopèrent dans les domaines tels que la santé, l'agriculture, la pêche, l'énergie ainsi que les TIC. Lors de cette visite, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays, à savoir le traité de prospérité Taïwan-Tuvalu, l'accord de coopération diversifiée en matière de pêche Taïwan-Tuvalu et une lettre d'intention de coopération et d'échange sportif Taïwan-Tuvalu, que Feleti Teo a acté respectivement avec le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, le ministre de l'Agriculture Chen Junji et le ministre des Sports Li Yang. Google ouvre un nouveau centre d'ingénierie matérielle dédié à l'IA à Taipei. Jeudi, Google a inauguré à Taipei son plus grand centre d'ingénierie dédié à l'infrastructure matérielle d'intelligence artificielle hors des États-Unis. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président Lai Ching-te a déclaré que le nouveau bureau situé dans l'arrondissement de Shilin à Taipei témoignait de la confiance croissante de Google et de son engagement à investir à long terme à Taïwan. Taiwan has been an open democratic system. Premièrement, Taïwan possède un système démocratique ouvert, ce qui fait de nous un partenaire fiable pour les entreprises internationales. Deuxièmement, Taïwan occupe une position stratégique centrale dans la région Indo-Pacifique. Nous disposons d'un cluster industriel de semi-conducteurs de classe mondiale, de talents hautement qualifiés en recherche et développement et d'un système solide de droits de propriété intellectuelle. Ces facteurs font de Taïwan le site optimal pour le développement de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle intégrés. Integrated AI software and hardware. Le président a déclaré qu'en initiant les 10 grands projets d'infrastructure liés à l'IA, le gouvernement avait comme objectif de générer une valeur de production de 15 000 milliards de dollars taïwanais, soit 416 milliards d'euros, et de créer 500 000 emplois hautement rémunérés d'ici 2040, tout en hissant Taïwan parmi les 5 premières nations en matière d'IA au niveau mondial. Inauguration à Linkou du bâtiment des Archives nationales. La Commission ministérielle pour le développement national a inauguré lundi à Linkou, dans le Nouveau Taipei, le tout nouveau bâtiment chargé d'accueillir les archives nationales. Ces archives ont pour mission la collecte et la conservation des documents historiques liés à l'État ou au développement de la société taïwanaise, dont les sources peuvent être publiques ou privées. Le président de la République Lai Ching-te a assisté à la cérémonie d'inauguration de l'établissement et a salué son rôle dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Dans la gestion des archives, l'établissement doit respecter le principe qui consiste à ouvrir le plus d'archives et à limiter autant que possible les restrictions d'accès à certains documents. Ce n'est qu'en rendant les archives accessibles au public que la population pourra examiner ce qu'a fait l'État et que l'on pourra atteindre l'objectif d'un gouvernement ouvert et transparent. Le chef de l'État a affirmé que désormais, aucune autorité, qu'elle soit locale ou centrale, ne pourrait plus refuser de soumettre des documents aux archives nationales, à moins de pouvoir justifier le refus sur une base légale. La première exposition des archives nationales est consacrée aux archives liées à la levée de la loi martiale. Reprise de la politique de location des terrains publics pour les agriculteurs. Après une première période d'essai de la politique de location des terrains publics aux agriculteurs à Ilan en mai dernier, le président de la République Lai Ching-te a annoncé vendredi la reprise officielle de cette politique, 17 ans après sa suspension. Pour la réapplication de cette politique d'abord mise en place en 1948, il y a 3 conditions. Tout d'abord, un terrain agricole loué doit toujours être exploité dans un but agricole. Ensuite, le locataire doit être un agriculteur qui possède ou loue déjà un terrain qu'il cultive par ailleurs. Et troisièmement, le respect de la protection de l'environnement. Le gouvernement recense environ 4 450 agriculteurs répondant à ces conditions et 2 000 hectares de terrain, comprenant des terrains agricoles en plaine et des terres aquacoles, appartenant à l'État dans le pays. Création d'un bureau pour l'enfance et la famille. Le président Lai Ching-te a annoncé mercredi la création d'un bureau pour l'enfance et la famille sous l'égide du ministère de la Santé. Ce bureau approfondira les services couvrant les soins de santé, le développement physique et mental, le soutien aux familles et l'intervention précoce afin de garantir que chaque enfant bénéficie d'un soutien stable, continu et systématique. Les députés des 3 partis ont apporté leur soutien à ce projet, tout en demandant de clarifier les responsabilités des différentes instances, ainsi que la source de financement de ce nouvel organisme. Des annonces du gouvernement sont attendues en ce qui concerne l'organisation de ce nouveau bureau et ses effectifs. D'autre part, les députés exhortent le gouvernement à recueillir les avis des universitaires, des groupes de la société civile et des représentants des jeunes afin d'affiner la mise en œuvre du système.